Mesdames et messieurs les conseillers départementaux, chers collègues, l'exercice budgétaire pour 2019 aurait dû relever de la routine. Du moins, l'équation financière aurait dû être assez simple. C'était sans compter l'imagination sans borne de l'État pour nous imposer des contraintes et des dépenses supplémentaires. Le plan d'économie, ou plutôt de redressement des finances départementales réalisé entre 2015 et 2017 a en effet porté les fruits escomptés. Nous en avons fait le bilan en juin dernier lors de la présentation du dernier compte administratif. Pourtant, nous abordons ce nouvel exercice budgétaire avec des interrogations. L'adoption en janvier 2018 de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 a changé la donne pour les collectivités. Comme vous le savez, depuis 2018, la croissance annuelle de nos dépenses de fonctionnement ne peut pas excéder 1,2% par an. Comme je vous l'expliquais déjà au printemps dernier, cette mesure est absurde à plusieurs titres. Elle va à l'encontre, à mon sens, du principe de libre administration des collectivités locales, auquel nous sommes tous ici attachés. Elle impose aux collectivités des efforts que l'État ne s'applique pas. Je vous rappelle à ce titre que pendant que nos dépenses de fonctionnement diminuaient, et là je ne parle que de l'année 2017, de 3,9%, celle de l'État augmentait de son côté de 2,6%. Le rythme d'évolution des dépenses ne tient pas compte des efforts de réduction des dépenses passées. Il s'agit comme si toutes les collectivités disposaient des mêmes marges de réduction de leurs dépenses de fonctionnement. Ce fameux copier-coller. Il ne tient pratiquement pas compte des hausses des dépenses obligatoires subies par les départements, donc je vais y revenir. Notre refus de signer le contrat proposé par l'État sans marge de négociation ne nous empêche évidemment pas d'être exposés à un risque de sanction. Tout dépassement des 1,2% de croissance de nos dépenses se traduira, je vous le rappelle, par une baisse des dotations de l'État. Depuis l'élaboration du rapport sur les orientations budgétaires que vous avez reçu, s'est tenu le congrès de l'Assemblée des départements de France qui a eu lieu à Rennes il y a maintenant une dizaine de jours. À cette occasion, Jacqueline Gouraud et Sébastien Lecornu, ministres chargés des collectivités locales, ont adressé aux départements plusieurs propositions. Autant vous dire tout de suite, elles ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux. Dans le détail, l'État vient d'annoncer 250 millions d'euros de crédits supplémentaires pour l'ensemble des départements en 2019 sous la forme de deux fonds. Le premier sera doté de 115 millions d'euros pour soutenir les départements qui souffrent le plus des hausses d'allocations individuelles de solidarité. Le second, baptisé Fonds de lutte contre la pauvreté, sera doté de 135 millions d'euros. Deuxième point, une augmentation de 20 millions d'euros pour l'ensemble des départements de compensation pour l'accueil des mineurs étrangers non accompagnés. Donc vous pouvez constater que ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, puisque 20 millions d'euros, c'est déjà ce que ça coûte au département de l'Oise. L'exclusion partielle ou totale des dépenses liées au MNA du champ de la contractualisation financière, mais là encore, c'est le flou, on n'a pas trop de précision. La mise en place d'une nouvelle péréquation des droits de mutation, ces fameuses DMTO, entre départements, à hauteur de 250 millions d'euros par an. Rien parmi toutes ces annonces ne permet d'imaginer un changement de dynamique. L'exemple du fonds d'aide au paiement des AIS est éloquent. Les 115 millions d'euros apportés par l'État ne représenteront même pas 1,5% du coût total du RSA supporté par les départements. Pire, ce coût ne cesse d'augmenter. Rien que dans l'Oise, il aura augmenté de 4% entre 2017 et 2018. Pour la première fois cette année, la compensation versée par l'État au titre du RSA représentera moins de la moitié de la dépense engagée par le département. Le fonds de lutte contre la pauvreté.
dont la dotation devrait croître entre 2020 et 2021, a toutes les chances d'être un faux cadeau. Le plan pauvreté présenté par le président de la République mi-septembre a en effet tout d'un catalogue de promesses financées pour une bonne partie sur le dos des départements. Il est vrai qu'il est toujours plus facile d'être généreux avec l'argent des autres. Deux grandes catégories de mesures annoncées ce jour-là nous concernent directement. Celle relative à la protection de l'enfance, avec la généralisation de la prise en charge des jeunes issus de l'aide sociale à l'enfance, passer donc de 18 à 21 ans. C'est une mesure qui pourrait nous coûter 12 millions d'euros par an, en plus, selon les modalités de la prise en charge. Et les mesures d'accompagnement renforcées des bénéficiaires du RSA, avec entre autres des objectifs de prise en charge accélérée des bénéficiaires que nous partageons sans difficulté, à condition de disposer des moyens nécessaires à leur mise en œuvre. Le 13 septembre, le chiffre de 8 milliards d'euros sur 4 ans a été annoncé par le président, même si une partie des mesures ne relèvera pas des départements. Il est clair qu'un fonds de 135 millions d'euros ne réglera rien du financement de ces annonces présidentielles. Je vous le disais, les moyens annoncés pour la prise en charge des mineurs étrangers non accompagnés ne sont pas davantage à la hauteur. Il faut avoir à l'esprit que cette année, le coût de la prise en charge de ces jeunes sera de l'ordre de 20 millions d'euros, je vous le disais tout à l'heure, pour notre département, compensé, si on peut appeler ça compensé, à hauteur de 700 000 euros seulement par l'État. À partir de là, l'enveloppe supplémentaire annoncée par l'État ressemble à une aumône ou à des miettes, comme vous voulez. Concernant les MNA, vous le savez, la pression exercée sur notre département est à son comble, nos capacités d'accueil étant totalement saturées. En 2019, nous ferons donc tout pour trouver d'autres solutions d'hébergement moins coûteuses. À ce titre, je tiens à vous dire que Jean-Claude Villemain a pris contact avec mon directeur de cabinet jeudi dernier pour me demander un rendez-vous, faisant suite à la main que je lui tendais lors de nos dernières réunions. Nous examinerons ensemble les solutions qu'il peut nous proposer sur son territoire. Accessoirement, lors de cette discussion, il a concédé que les chiffres que je lui avais donnés étaient justes. Revenons maintenant aux propositions de l'État concernant la péréquation horizontale. L'État a demandé au département de proposer un mécanisme de répartition. Le niveau des DMTO perçus par l'Oise n'est pas forcément parmi les plus élevés, mais la bonne tenue de nos comptes, dans l'intérêt des Oisiens, ne nous met pas à l'abri d'une nouvelle ponction pour alimenter cette péréquation. Nous serons donc très vigilants sur les modalités de cette péréquation horizontale nécessaire à la survie de certains départements, notamment les plus ruraux et surtout en très grande difficulté. Toutes ces raisons additionnées réduiront immanquablement nos marges de manœuvre en 2019. Nous allons continuer à faire entendre la voix des départements à l'ADF et par nous-mêmes, bien évidemment, pour préserver notre capacité d'action au service des habitants de notre département. Vous comprendrez donc que dans ce contexte, notre trajectoire budgétaire sera prudente. Après une réduction des dépenses entre 2015 et 2017, nous sommes aujourd'hui dans une phase d'augmentation très raisonnable de nos dépenses de fonctionnement, moins de 0,5% par an, nous permettant de financer nos priorités et puis aussi de faire face à ce qui peut nous tomber sur le coin du nez en ce qui concerne le financement des AIS et des mineurs non accompagnés. Deux exemples traduisent bien cette nouvelle étape. Depuis un an, les effectifs sont stabilisés autour de 3100 agents et ont vocation à rester à ce niveau. Des recrutements sur des métiers en tension sont prévus, voire en cours, et les agents qui partent sont désormais remplacés. Les subventions aux associations seront maintenues en 2019 au même niveau que 2018. Car notre ambition est intacte. Nous souhaitons poursuivre la mise en œuvre de notre projet,
comme nous le faisons depuis 2015, et d'aller plus loin encore, tout en respectant un engagement intangible de notre majorité, ne pas augmenter les impôts. De nouveau, en 2019, nous souhaitons mettre l'accent sur l'investissement, c'est-à-dire sur l'équipement au service de nos territoires. Je rappelle que maintenir l'investissement de notre collectivité à un haut niveau n'est possible que parce que nous avons restauré nos marges de manœuvre grâce aux économies réalisées sur les dépenses de fonctionnement sur les 2 années 2016 et 2017. Pour l'aide aux communes, cela se traduira par une enveloppe d'autorisation de programme de 50 millions d'euros, niveau inédit atteint pour la première fois en 2018, donc on va maintenir l'enveloppe que nous avions mis en place en 2018. Je vous rappelle que l'aide aux communes ne représentait que 34 millions d'euros en 2015. Les investissements routiers seront pour leur part en hausse de plus de quelques 2 millions d'euros, hors moyens inscrits pour le financement du canal Seine-Nord, dont nous ne maîtrisons malheureusement ni le financement global ni le chantier. 2019 sera aussi l'année des grands chantiers dans les collèges. Les moyens d'investissement dans ce domaine augmenteront de plus de 30% pour permettre le lancement en année pleine du marché global de performance qui va permettre de réaliser d'importants travaux de remise à niveau dans 16 collèges, ce qui permettra de faire baisser bien sûr les coûts de fonctionnement, puisqu'aujourd'hui il faut tout tenter pour faire baisser les coûts de fonctionnement. La poursuite des travaux d'extension-réhabilitation des collèges d'Auneuil et de la Chapelle-en-Serval, et puis, comme vous le savez, le lancement du chantier du collège de Crèvecoeur-le-Grand. Au total, le budget d'investissement sera même légèrement en hausse cette année. En fonctionnement, cette fois, l'accompagnement des personnes âgées sera la grande cause de l'année 2019. Nous agirons pour cela dans plusieurs directions. Donc, en mettant en œuvre le plan senior, qui prévoit d'une part la mise en place d'une plateforme d'écoute et d'accompagnement des personnes âgées et de leurs proches, et d'autre part le déploiement d'un système d'identification d'urgence des personnes qui vivent seules à leur domicile. En mobilisant dans le cadre du schéma de l'autonomie 1 million d'euros supplémentaires pour l'accueil des personnes âgées dans des structures adaptées à leur état de santé. Et puis, en améliorant l'accompagnement à domicile, grâce en particulier au relèvement du plafond de ressources, en dessous duquel les personnes peuvent bénéficier de l'aide ménagère. Nous reviendrons plus en détail au moment du vote du budget sur cette priorité départementale où là, on pourra entrer un peu plus dans le détail. Enfin, nous poursuivrons en 2019 le travail commencé dans plusieurs directions. Je pense en particulier au développement de l'accès aux soins à travers le plan Oise Santé. Nous irons plus loin en 2019 avec le développement de l'accompagnement par nos équipes des candidats à l'installation. J'envisage également de vous proposer le mois prochain de modifier le cadre de nos aides pour pouvoir aider les professionnels de santé qui s'installent aussi en dehors des zones de carence identifiées par l'Agence régionale de santé. En effet, le nouveau projet de zonage qui nous a été transmis il y a quelques semaines laisse entendre que l'accès aux soins dans l'Oise ne s'est pas dégradé entre 2012 et 2018. Alors que les départs en retraite sont loin d'avoir été couverts par de nouvelles arrivées. Il y a dans l'analyse de l'ARS un biais incompréhensible dont l'Oise ne doit pas souffrir. Pour paraphraser une célèbre formule, je dirais que les voies de l'ARS sont impénétrables. Je pourrais naturellement développer d'autres priorités qui seront poursuivies en 2019 et d'autres mesures qui seront mises en place. Mais ces développements ont, me semble-t-il, davantage leur place lors de la discussion budgétaire. Car nous sommes réunis aujourd'hui pour discuter des orientations budgétaires que je pourrais finalement résumer ainsi: stabilisation des dépenses de fonctionnement dans un environnement de plus en plus contraint par l'État, développement de nos priorités politiques au premier rang desquelles l'accompagnement des personnes âgées, maintien à un haut niveau de nos dépenses d'investissement au bénéfice de nos territoires, et puis bien sûr, je le rappelle une fois, tout ça sans augmentation d'impôts.
Vous le voyez, malgré les incertitudes plus nombreuses que jamais, ma détermination est intacte. Notre majorité est entièrement mobilisée pour faire face et agir toujours davantage au service des habitants de l'Oise et des collectivités qui sont nos partenaires. Je vous remercie.